lorsque Olivier Dupont m'a demandé à l'occasion de cet anniversaire de participer à une table ronde, j'ai d'abord hésité. Il me semblait que ça n'était pas mon rôle de traiter de ce genre de sujet concernant les femmes. Et puis il a su faire preuve de conviction. Donc, je me suis laissée tenter. Et du coup, il a piqué ma curiosité. Donc en fait, ça a été pour moi l'occasion de reprendre contact avec des étudiantes au beau parcours professionnel. Et merci à elle de s'être prêtée au jeu, pas toujours facile quand on employait le mail pour communiquer. À cette occasion, j'ai aussi pu comparer ce qu'était la vie professionnelle actuellement des communicantes, la vie professionnelle et personnelle des communicantes, avec celle que j'avais eue comme journaliste et puis comme DIRCOM il y a quelques années, même pas mal d'années. Sans vous assommer de chiffres, j'ai quand même quelques-uns à vous donner. Dans les années 70-80, il y avait environ 15% de journalistes femmes en France. Aujourd'hui, elles sont environ 48%. Donc, une belle progression, mais elles continuent d'occuper des responsabilités moindres avec des rémunérations moins élevées. Récemment, d'ailleurs, vous avez peut-être pu voir dans le Progrès et dans d'autres organes de presse des prises de position sur cette situation. Au point de vue communication, dans les années 85-90, les femmes étaient déjà majoritaires dans le domaine de la communication. Elles l'étaient surtout dans les relations presse, relations publiques et dans la communication politique. Aujourd'hui, elles sont toujours très nombreuses. Et je crois savoir que dans les classes du CELSA, par exemple, au moment de la préparation, les femmes sont encore majoritaires dans les classes. Mais ce qui est peut-être plus nouveau, c'est que les postes de responsabilité en matière de communication sont de plus en plus occupés par des hommes. Mieux rémunérés, alors surtout dans les domaines de la stratégie, du digital et parfois du marketing. Et leur origine est souvent des écoles de commerce. Donc ces constats faits, j'aimerais revenir à notre table ronde et puis parler de vos expériences avec vous. Alors, parmi les 6 participantes, certaines, peut-être les plus timides, m'ont dit qu'elles ne souhaitaient pas parler de leur parcours en tant que réussite. Elle ne voudrait pas que cette table ronde ressemble à un hit parade. Donc, je vous le communique. On parlera donc plutôt de parcours différents. Et je crois que le mieux, c'est que chacune d'entre vous vous présentiez en parlant, donc, en donnant votre année de promotion pour ceux et celles qui ne vous connaissent pas, vos études après l'IUT, et comment vous avez choisi cette formation complémentaire, et puis évidemment les postes que vous occupez aujourd'hui dans la vie professionnelle. Est-ce que ces postes correspondent à un plan de carrière que vous aviez déjà bien établi dès le départ, ou si c'est le fruit de rencontres, de hasard, etc. Qui commence? On commence par lui là-bas. Allez. Bonjour à toutes et à tous. Donc Chloé Bonnet, moi j'ai redécouvert ma date de promo, donc c'est 2003-2005. Ça marche pas? Si ça marche. Non? Allô? Ça marche. Donc 2003-2005. Donc j'ai... Je sais pas Merci. Donc, après le DUT, je suis allée à l'IEP Lyon, où j'ai fait une année qui s'appelait administration publique, qui était une année que j'ai plutôt pris comme
un accélérant sur la partie culture générale parce que j'avais envie de refaire en fait encore plus de cours généralistes à l'époque. Donc j'ai fait ça et j'en ai profité pour passer en parallèle des concours. L'avantage de l'IEP de Lyon, c'est que sur cette 3e année, à l'époque, ils prenaient sur dossier. Et donc on n'avait pas besoin de repasser le concours de l'IEP pour avoir un diplôme de l'IEP. Donc c'était un petit peu une petite stratégie du moment. Et ensuite, j'ai passé plusieurs concours, notamment le CELSA. Et donc je suis partie de CELSA l'année suivante où j'ai fait un master. Donc c'était un master qui s'appelait Communication des entreprises et des organisations. Je regarde Charline parce qu'elle a fait le même que moi, avant moi, parce qu'elle l'a eu brillamment tout de suite après la 2e année du DUT. Et donc ce master, voilà, c'était à la fois des sciences humaines et puis des cours pratiques. J'ai fait 2 ans, ensuite je suis partie en année de césure. À New York pour faire un stage. C'était en plein pendant la crise des subprimes et ils m'ont proposé un emploi. Donc j'ai décidé de rester et de ne pas finir le CELSA. Je ne suis pas diplômée du CELSA, parce qu'elle était une grande crise au moment où j'ai dû dire au CELSA que je restais à New York pour travailler, parce qu'en fait ça y est, j'avais envie de travailler et de me lancer dans la vie professionnelle. Ce que je faisais à New York, c'était ce qu'on appelle vulgairement dans la publicité du planning stratégique. Donc où je montais des stratégies pour des grands comptes. Alors ça allait de NBC Entertainment à Dunkin' Donuts. Il y avait un peu de tout, c'était quand même très américain comme type de compte. Et puis au bout de 2 ans, j'ai eu une première petite crise de sens. Parce que je travaillais aussi pour des labos pharmaceutiques. Donc j'avais l'impression de ne pas trouver vraiment de sens au quotidien. Le travail était passionnant, on travaillait avec des sémiologues, des ethnologues, des gens de la mode, on était dans des univers très pluridisciplinaires, donc c'était galvanisant. Mais je ne voyais pas le fond de ce que j'étais en train de réaliser, la finalité. Donc je suis rentrée à Paris, je me suis reposé des questions, puis il a fallu trouver un emploi, donc je suis allée dans une plus petite sorte de ce qu'ils appelaient une boutique agency, qui était en fait une petite boîte de conseil, où on faisait de la transformation digitale. J'ai fait ça 2 ans. Au bout de 2 ans, à nouveau crise de sens, parce que un de mes gros budgets, c'était McDonald's, et c'était McDonald's Chicago, précisément, sur le public enfant, avec la question de qu'est-ce qu'on allait faire de Ronald McDonald. Donc on faisait des focus group avec des enfants, jusqu'à parfois les enfants de 3 ans qui arrivaient à peine à articuler pour savoir la taille de la rayure de Ronald, etc. Parce que ça leur évoquait. Donc bon, là, j'ai vraiment... Là, ça atteint les limites de ce que je pouvais faire dans le joyeux monde de la publicité, en tout cas dans l'espace dans lequel moi j'étais. Et donc là, la crise de sens étant arrivée un peu trop loin, je me suis arrêtée même de travailler quelques temps parce que j'étais vraiment épuisée de tout ça, même si j'avais appris beaucoup de choses. Et puis j'ai monté une société. Donc ça a été un peu mon rebond. Certains disent, voilà, soit à l'époque, soit je me rasais la tête, soit je montais une société. Donc j'ai monté une société. J'ai monté une société en me disant que j'allais monter la boîte dans laquelle, que j'aurais aimé qu'on me propose pour être heureuse quand j'avais commencé tout ce parcours-là un peu sinueux. Et du coup, ça fait 5 ans qu'on existe. Donc la société s'appelle 5by5. Aujourd'hui, on fait de la transformation numérique. On aide des clients, donc ça va de clients publics comme SNCF, Keolis, à des grandes organisations comme la Banque mondiale, l'OCDE, à ouvrir leur processus d'innovation pour qu'ils arrivent à faire du numérique, notamment avec des startups. Et aussi à l'intérieur d'entreprises, on monte des programmes d'intrapreneuriat où on aide les collaborateurs à monter des projets innovants qui ne correspondent plus à leur description de poste. Parce qu'aujourd'hui, on sait que les descriptions de poste sont très très rigides, et donc on essaie de les faire sortir des cases et de leur permettre de porter leur projet sur des programmes d'accélération de 3 à 6 mois. Donc voilà pour mon parcours. On reviendra sur la création d'entreprises tout à l'heure avec vos difficultés et vos satisfactions. Dans leur prix, peut-être. Bonjour à tous, alors moi je m'appelle Sophie Gaguin, je crois que je suis la doyenne de cette table ronde, ça me fait un peu peur, mais je suis issue de la promotion 99-2001, donc le siècle dernier. Je
suis ravie d'être là. J'ai toujours suivi de près ou de loin les évolutions de l'IUT et je suis ravie de partager ce moment-là avec tout le monde et de retrouver certains visages, certains noms aussi. Donc je vais vous parler rapidement de mon parcours qui est assez différent. Mais par contre, le fil rouge, c'est peut-être le terme que tu as utilisé en disant que tu cherches un projet qui a du sens. Ça m'a beaucoup guidée en fait dans mon parcours professionnel. Aujourd'hui, je suis responsable de la communication d'Handicap International, dont le siège est à Lyon. Je suis donc sortie de l'IUT en 2001. J'ai poursuivi 2 ans supplémentaires en maîtrise des sciences et techniques, MST à l'époque, à l'IAE de Lille, en marketing et communication. C'est une formation qui n'existe plus. C'est un bac plus 4. C'était un petit peu le pendant de l'IUT, avec 2 ans supplémentaires, formation théorique et professionnalisante. Et quand je suis sortie de cette formation, j'ai eu différentes petites expériences dans le marketing, dans l'industrie, en agence. Et puis j'ai eu une opportunité qui m'a fait découvrir le monde associatif. J'ai pu intégrer une petite association qui s'appelle toujours Rêve. Et qui s'occupe de réaliser les rêves et les projets d'enfants gravement malades. C'était pour moi une très très belle expérience. J'ai créé toute la communication au sein de cette structure, qui est une petite association d'une dizaine de salariés et beaucoup de bénévoles, avec une équipe très dynamique. On avait à peu près tous 20-22 ans et très motivés. Et donc je suis restée plusieurs années dans cette association. Et jusqu'au moment, pendant 7 ans précisément, jusqu'au moment où j'ai lutté un peu aux possibilités d'évolution, aussi au fonctionnement finalement dans une équipe avec différentes compétences, mais pas de travail au sein d'un service communication en interne pour partager avec des gens de mon métier. Mais j'avais envie de rester par contre dans une organisation qui faisait sens pour moi, parce que j'avais commencé comme ça et c'était important. Donc j'ai eu l'opportunité de rentrer chez Handicap International, d'abord sur un poste d'attaché de presse. Donc j'ai travaillé pendant 4 ans en relations presse, qui n'était pas forcément un métier qui m'était destiné au départ. J'avais pas spécialement envie de faire des relations presse, mais finalement au sein d'une organisation qui a une matière assez incroyable, tant par les activités, dans une 60aine de pays sur 300 programmes, que par le sens et puis le lien avec l'actualité internationale. Ça a été vraiment très très enrichissant. Et les relations presse sont souvent un moyen de travailler en profondeur sur le contenu, et c'est assez stratégique dans une entreprise ou dans une organisation pour bien connaître la marque, et puis contribuer à construire l'image de l'organisation ou de l'entreprise. Donc j'ai travaillé 4 ans en relations presse. J'ai eu ma 2e fille, donc j'ai composé avec la maternité. Donc aujourd'hui j'ai 2 enfants qui ont 5 et 8 ans. Et puis j'ai évolué sur un poste de management intermédiaire, dédié toujours aux médias et au print, plutôt aux publications, enfin tous les projets éditoriaux. Et jusqu'à l'année dernière où j'ai pris la responsabilité du service communication. Voilà, nous sommes 9 dans le service avec tous les métiers de la communication qui sont représentés. Donc je vous en parlerai, je pense, un peu plus après. C'est prévu. Bonjour à tous, donc je suis Laure Bresse, diplômée de la promotion 2002, qui est bien représentée aujourd'hui, j'en suis assez fière.
J'ai eu l'occasion de revenir un peu à l'IUT pour animer un module de TD en com interne, puisque je vais vous l'expliquer, c'est plus mon domaine de compétences que j'ai développé. Donc voilà, mais je suis contente d'être là aujourd'hui. Donc suite à l'IUT, moi j'ai fait le choix de poursuivre mes études en licence et IUP master, qui s'est transformé en master en cours de route ici à Lyon 3, pour, je dirais, gagner en maturité et aller un peu plus dans de la réflexion sur les stratégies de com, donc chose que je ne regrette pas. C'est des formations, je mets l'IUT dedans, qui donnent vraiment une vision d'ensemble sur les techniques de com, qui donnent aussi des opportunités de stage. Et ça m'a, moi, en tout cas, permis d'affiner mon projet professionnel, de me confronter à différents environnements. C'est le choix que j'avais fait à travers mes stages. Étant au départ plus musicienne, lectrice, enfin dans des environnements culturels, je pensais que c'est dans cet environnement-là que je m'épanouirais aussi professionnellement. Et en fait, mon stage de 2e année à l'IUT, à la raffinerie Total de Fézin, pour vous dire comme j'étais loin de mes goûts personnels, et bien là, pendant ce stage, j'ai eu le déclic, on va dire, pour le monde industriel. Donc j'ai découvert un environnement terrain, où on va à la rencontre des gens, où on valorise une expertise hyper technique, hyper concrète, et j'ai vu là le sens justement, pour moi, de la communication en entreprise, où on va valoriser des hommes, leurs expertises. Donc c'est là, je pense, vraiment qu'est née ma motivation pour la communication interne et pour le milieu industriel. Donc j'ai poursuivi mes études, et suite à mon stage de fin d'études chez Sanofi Pasteur, donc là c'était milieu industriel mais un peu différent quand même, industrie pharmaceutique, j'étais sur le site de production de vaccins de Marcy-l'Étoile. J'ai eu l'opportunité d'un premier emploi avec un contrat d'intérim. C'était un remplacement d'arrêt maladie longue durée. Donc j'étais en fait au bon endroit au bon moment. Et donc ça a été ma première expérience avec des petits contrats d'intérim qui m'ont amené à 2 ans. Donc là j'étais sur de la communication interne et surtout de l'événementiel pour le site qui comptait, je crois que c'était 2000 personnes à l'époque. Et aussi sur les visites, l'organisation des visites de sites pour des publics variés. Donc là, c'était surtout valoriser l'activité de l'entreprise en interne et aussi avec les clients. Après, on m'a dit 18 mois d'intérim, c'est fini, on ne peut plus vous renouveler, la personne n'est pas revenue de son arrêt, donc on prend quelqu'un d'autre, au revoir. Donc là, je me suis dit, bon, coup dur, comment je vais rebondir après ça ? Et finalement, j'ai trouvé une opportunité de remplacement congé maternité chez Renault Trucks, à l'usine d'assemblage des véhicules poids lourds de Bourg-en-Bresse. Donc là, de nouveau, l'industrie, la belle industrie. À l'époque, Renault Trucks était le premier employeur Ronald, donc quand même une très belle entreprise. Je me suis dit, c'est une opportunité aussi d'y rentrer. Ça a été une expérience assez enrichissante, assez difficile, parce que le contexte d'usine, je l'ai assez naïvement découvert en fait, et avec des problématiques de communication qui à la fois, pour le coup, ont du sens au quotidien, la qualité, la sécurité, c'est des choses qui comptent dans toutes les étapes de la production. Mais un environnement, je dirais, très dur, aussi très masculin, où on en reparlera peut-être tout à l'heure. J'ai vu qu'être une femme dans cet environnement-là, c'était pas forcément facile. Je portais plus de jupe, j'avais un peu banni les signes extérieurs de féminité pendant toute cette période-là. Mais voilà, donc un remplacement congé maternité assez enrichissant et qui m'a effectivement permis de mettre un pied dans ce groupe, puisque Renault Trucks fait partie depuis plusieurs années du groupe Volvo. Donc j'ai pu rebondir et trouver un CDI chez Volvo IT, qui était à l'époque, ça n'existe plus aujourd'hui, mais l'entreprise informatique du groupe Volvo qui comptait 100 000 personnes dans le monde. Volvo IT qui était donc une entreprise très globale, organisée de façon internationale, pour supporter toute l'organisation dans le monde. Donc la production de camions, le design des camions, donc l'informatique a un rôle essentiel dans tout ça. Et moi, j'avais un rôle vraiment de communication interne, mais dans ce contexte international, c'était plutôt faire en sorte que les gens arrivent à travailler ensemble, à distance, sur des projets communs, avec des façons de voir les choses différentes. Donc ça, j'ai adoré, j'y ai passé 8 ans. En changeant de poste, je ne rentrerai pas dans le détail, mais donc très très belle expérience. J'ai eu mon premier enfant pendant cette période-là, en 2012. Et puis j'ai évolué en interne jusqu'à arriver à
à plus un poste de communication corporate, donc toujours très international, mais un peu plus transverse, donc au-delà des problématiques IT, sur tout ce qui était stratégie d'entreprise, ressources humaines, etc. Et là est arrivée la crise de 2009 et tout ça, et j'ai dû remettre un peu en question aussi mon rôle au sein de l'entreprise en tant que com RH, expliquer aux collaborateurs pourquoi et comment ils allaient devoir quitter l'entreprise. Ça devient un petit peu moins facile. C'est à ce moment-là que j'ai eu mon deuxième enfant. Ça m'a aussi permis de prendre du recul. Le congé maternité, je l'ai pris comme ça en tout cas. J'ai fait un bilan de compétences, je me suis re-questionnée sur mon travail à ce moment-là, et j'ai décidé à mon retour finalement de partir et de prendre le plan de départ volontaire, puisque finalement la porte était ouverte. Je me suis dit, je communique pour les autres, mais pourquoi pas moi aussi prendre cette opportunité. Donc voilà, j'ai décidé de partir, et à ce moment-là, je suis partie sans rien. J'avais 2 enfants en bas âge, et je me suis dit, tant pis, je me lance et je rebondirai, ayant confiance. Et effectivement, j'ai trouvé quelques mois plus tard une opportunité chez Cham, donc qui est une société d'assurance, donc rien à voir. Je me suis dit, c'est l'occasion de changer d'air et de changer de secteur. Et voilà, j'y suis encore aujourd'hui. C'est une entreprise qui est en plein développement, qui se transforme, et où il y a des challenges d'accompagnement en France et à l'international, en interne et en externe. Donc voilà, je suis sur une nouvelle dynamique et une nouvelle étape. Voilà, merci. Bonjour. C'est impressionnant quand même comme ça. Donc moi c'est Cécile Faure, je suis de la même promo que Laure et que d'autres qui essayent de se planquer mais qui sont là. Du coup, promo de 2002. Donc après l'IUT, j'ai rebondi en fait aussi. J'ai continué mes études et j'ai fait une licence en information et communication. Et puis j'ai continué encore, j'ai fait une maîtrise en intelligence économique. Et à la fin de cette maîtrise, j'ai eu l'opportunité d'aller faire un stage dans une agence digitale qui était située à Genève et qui m'a permis d'entrer dans le joyeux petit monde du digital, d'y mettre un peu le doigt pour y mettre tout le corps plus tard. Cette première expérience, elle a été assez révélatrice puisque quelques mois après mon stage, j'étais rappelée sur le front pour intégrer la société. Donc j'y suis restée quelques années. J'ai fait 5 ans en consulting, donc qui veut dire consulting, veut dire traiter plein de comptes différents. C'était hyper intéressant, hyper enrichissant à cette époque-là, puisque c'est le début, on n'y connaît pas grand-chose, donc on apprend sur le tas, surtout dans le milieu du digital, parce que pour le coup, on n'était pas armés. On était quand même à l'époque où le vlog est sorti, avant le blog, où Google commençait sa stratégie AdWords, etc. Donc c'est quand même vraiment les débuts du marketing digital. On n'était pas encore au buzz marketing, on est déjà loin du buzz marketing, donc il y a quand même quelques années qui se sont passées depuis. Mais c'était hyper novateur, hyper embarquant. Et après 5 ans de consulting pour différentes marques, qui soient nationales, internationales, du monde de la pharmacologie, de l'industrie, des marques de luxe, vraiment un peu de tout. Je suis partie quelques mois à New York. J'avais jamais fait ma petite crise d'adolescence, donc du coup je suis partie là-bas. Et là-bas, je me suis dit que j'en avais un peu marre de travailler pour des agences et pour plein de comptes différents, parce qu'en fait, on ne traite jamais vraiment du cœur du métier et de la stratégie de nos clients. On met beaucoup une couche, mais en fait, on n'arrive jamais à vraiment savoir exactement ce qu'ils pensent et ce qu'ils vont faire après, le plan d'action. En tout cas, moi, c'était ce que je vivais à ce moment-là. Donc, je me suis dit que j'allais partir chez le client, comme on dit, et je suis en effet partie chez un de mes clients, qui était la maison de Marc Huguet, donc dans le luxe, un autre joyeux petit monde. Là, j'ai tenu à peine quelques mois, en fait, parce que, non pas pour la marque, qui était une très belle marque, avec des gens vraiment formidables, mais pour le lieu, puisque je me suis retrouvée tout en haut de la montagne suisse. Je devais croiser renard et déneiger la neige 9 mois sur 12. J'ai pas résisté. Donc je suis repartie dans la vallée, comme on dit, et du coup je suis allée travailler pour une autre marque de luxe qui était le concurrent direct de Marc Huguet, qui s'appelle Hublot, qui
dans les montres aussi. J'ai pris un poste encore dans le digital. Donc là, c'était simplement de pouvoir gérer toute la stratégie digitale, donc le site internet, au sein de l'équipe marketing. J'y suis restée 3 ans. Et puis, c'était le groupe LVMH, à ce moment-là, enfin toujours d'ailleurs. Et du coup, au bout de 3 ans, et d'avoir développé l'équipe, d'avoir un petit peu développé la stratégie, d'avoir un peu évolué dans tout ce qui est métier du digital, je me rappelle chercher un jour un travail dans le groupe LVMH pour mon stagiaire, qui était très très bien, mais à qui je ne pouvais pas offrir un poste. Et donc je vais simplement sur le site du groupe pour voir s'il n'y avait pas une opportunité pour lui. Et puis j'ai trouvé un poste libre chez Christian Dior Couture, et là où je suis aujourd'hui, pour prendre la responsabilité de l'équipe digitale. Donc j'y suis arrivée il y a 4 ans, et puis j'y suis toujours. Le métier évolue beaucoup. En fait, la partie du digital, je pense que d'autres sont aussi dans ce milieu-là, c'est un métier qui se renouvelle vraiment, vraiment chaque jour. On n'est jamais vraiment un spécialiste du digital. Ça n'existe pas. C'est-à-dire qu'on sait exactement que même si là... qui savent aussi de quoi je parle, si on sait ce qu'on fait le jour J, dans 6 mois, ce sera complètement has-been. Donc ça nous permet au moins de vivre à chaque fois quelque chose qui est assez passionnant, c'est de devoir toujours recommencer. Donc voilà. Bonjour, Julie Marconnet, promo 98-2000, donc c'est moi la plus de la table ronde. Alors moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait mon stage de première année d'IUT à l'Olympique Lyonnais, non n'importe quoi, dans une agence événementielle avec Éric Limoncini. Mon deuxième stage, je l'ai fait à l'Olympique Lyonnais. Qui m'a gardé quelques mois par la suite, parce qu'il avait besoin de moi pour organiser les 50 ans du club à l'époque. Voilà. Ensuite, moi j'ai voulu travailler, parce que j'avais adoré ces 2 expériences, et je n'étais pas du genre à rester très très longtemps assise à écouter. Donc je suis allée travailler, j'ai débuté par une intérim chez Renault Trucks, sur un poste de communication commerciale. Ensuite, j'ai enchaîné une autre mission d'intérim dans une autre société. Et puis Renault Trucks m'a rappelé parce qu'ils avaient un poste à me proposer, un poste d'assistante marketing. Donc j'ai pris ce poste, en sachant très bien que je n'y resterais pas, mais en sachant très bien que ça me permettrait d'arriver à la direction de la communication qui était là où je voulais aller. Et finalement, ça a plutôt bien marché, parce que j'y suis arrivée assez rapidement. Donc j'ai occupé un premier poste de chargée de communication institutionnelle pendant plusieurs années, et là c'était vraiment, je me suis vraiment éclatée, j'ai vraiment appris énormément de choses, et j'ai vraiment adoré cette expérience-là. Je travaillais avec quelqu'un qui a beaucoup délégué, donc c'est très bien, c'est très formateur. Et puis par la suite, au gré des changements d'organisation, on m'a demandé de récupérer toute l'activité sponsoring, donc les partenariats Olympique Lyonnais, le rugby, les grandes années, etc. Voilà. Donc là ça a été aussi un autre monde, une autre découverte. Je n'aime toujours pas le foot ni le rugby pour autant, mais c'est pas grave, je n'étais pas là pour aimer, j'étais là pour optimiser les partenariats et en faire quelque chose de bien pour la marque. Et puis par la suite, au gré d'autres changements d'organisation, j'ai commencé à développer des actions de mécénat et une politique de mécénat pour la marque. Donc à chaque fois, je travaille pour Renault Trucks au siège, en France, à Lyon, mais pour le monde entier. Donc à chaque fois qu'on crée quelque chose, il faut le déployer dans toutes les filiales, dans tous les pays, s'assurer que ça fonctionne, avoir du feedback, étudier un petit peu ce qu'on fait et ce que ça apporte à la marque. Donc ça aussi, c'est extrêmement enrichissant. Et puis là, ça faisait à peu près 10 ans déjà que j'étais chez Renault Trucks, et je commençais à être un petit peu limitée en termes d'évolution, essentiellement financière d'ailleurs, l'évolution, en termes de rémunération, puisque dans les grands groupes, il y a des cadres, des grilles de salaire, et avec un bac+2, on peut pas être payé comme un bac+5, mais on en fait le travail depuis plusieurs années. Donc là, je me suis dit, que faire ?
Et on m'a dit, bah, pourquoi tu ne reprendrais pas tes études? J'ai dit, banco, je prends le point, je vais faire un master. Donc 2011, master management et communication à l'UAE de Lyon. Super intéressant. J'ai d'ailleurs retrouvé des gens de l'IUT de notre promo à cette occasion-là. Donc formation en parallèle de l'activité professionnelle, dense, chargée, menée de front, vie professionnelle, études, vie perso, ça a été un petit peu tendu, mais c'était génial. On se rend compte que finalement on peut faire 2 journées et finir ses devoirs à 3h du matin et être pourtant au taquet à 8h au bureau le lendemain, donc c'est bien, ça prouve qu'on peut vraiment faire beaucoup plus que ce qu'on croit pouvoir faire. Et ensuite, donc j'ai laissé la communication institutionnelle il y a 2 ans pour avoir occupé le poste de responsable partenariat et RSE, qui est une nouvelle activité que j'ai proposé de développer pour la marque, pour le groupe, parce que là aussi, quand on se pose un peu des questions sur le sens de ce qu'on fait, parfois on peut aussi faire bouger les choses et influer le cours des choses. Et voilà, aujourd'hui je suis responsable des partenariats et de la RSE pour Renault Trucks, donc la RSE c'est quelque chose de tout nouveau pour ma société, et voilà, c'est une belle chose. Vous expliquez un petit peu la RSE? La responsabilité sociétale de l'entreprise, tout à fait. Donc ce sont les moyens que l'entreprise va mettre en œuvre pour atteindre le développement durable. Voilà. Je vous en prie. Bonjour à tous, donc Sabine Brutel, moi je suis issue de la promo 2003. J'ai un parcours qui va peut-être pas vous faire rêver d'emblée. Donc déjà, mon entreprise actuelle, c'est l'URSSAF, que tout le monde affectionne particulièrement. Et mon deuxième point fort, c'est que je suis dans les ressources humaines. Ça aussi, ça vous fait beaucoup rêver. Plus simplement, je pense que la particularité peut-être ici pour vous, dans ce que je vais pouvoir vous dire de moi, c'est que pour le coup, j'ai fait ma carrière jusqu'à aujourd'hui dans la même entreprise, donc l'URSSAF, mais qui a beaucoup changé. Et puis aussi parce que c'est les RH et c'est pas directement ni l'information ni la communication. Donc moi je suis arrivée dans le DUT après une prépa HEC un peu interrompue parce que je m'étais complètement perdue dans ce monde que je qualifiais d'assez horrible et assez manipulateur d'HEC, des écoles de commerce. Donc j'ai arrêté en plein milieu. Et après je suis allée me promener pas mal, notamment à Decathlon. J'ai fait beaucoup de ventes en réunion, nautisme notamment, puisque moi mon truc c'est la natation. Là je suis en train de vous perdre, mais vous inquiétez pas, j'arrive bientôt. Et après cette expérience-là, je me suis dit non mais je vais pas pouvoir coller des étiquettes toute ma vie, même pendant les soldes, et même si ça me permet de repérer les bonnes serviettes ou les bons maillots de bain. Donc il faut vraiment que je trouve quelque chose, et je voulais trouver quelque chose de très appliqué. Et pour le coup, vraiment à l'extrême de la prépa HEC. Et là, donc, après forte négociation auprès notamment de mes parents, qui ne voyaient pas du tout le DUT d'un bon oeil à l'époque, puisqu'il fallait plutôt rentrer dans un schéma tout tracé des grandes écoles. Donc j'ai intégré le DUT Infocom. Et là, moi, je me suis régalée. Alors, une petite dédicace pour ma copine Elsa qui est là. Je me suis beaucoup régalée avec la RQQ, que beaucoup d'entre vous détestaient. Je me suis aussi beaucoup régalée avec les bases de données et ce genre de choses. Et j'ai beaucoup aimé, en fait, pouvoir découvrir par moi-même... comment est-ce qu'on crée une base de données, comment est-ce qu'on mettait en lien tout un tas d'informations, comment est-ce qu'on crée son propre site, les langages web et autres. Moi, j'aimais bien pouvoir me débrouiller, et le DUT, c'est vraiment quelque chose dans lequel moi, je me suis bien amusée, et notamment avec ces matières que certains n'affectionnaient pas du tout. Donc, mes 2 copines qui sont là aujourd'hui et que j'ai retrouvées m'ont rappelé ces bons souvenirs, et j'en suis ravie. Donc le DUT, vraiment pour ça, moi ça m'a aussi beaucoup interpellée sur tout ce qui était stratégie d'acteurs, sociologie des organisations, qui peuvent être des gros mots comme ça, mais moi je trouvais ça passionnant, toutes ces relations justement entre les uns les autres, les jeux de pouvoir dans une entreprise, vis-à-vis d'autres instances, etc. Et ça m'a amené donc plutôt à me tourner vers la communication interne par mes stages. Et puis après, en étant dans la communication interne, moi je me suis rendu compte par les stages que j'ai pu faire dans le cadre du DUT que c'était très lié avec les ressources humaines. Puisque finalement, quand on communique en interne, on communique donc ce que soit avec l'employeur, on communique sur la stratégie, on communique sur les équipes, on communique sur les métiers. Et tout ça derrière, ça a un lien avec la façon dont on gère les hommes dans les entreprises. Donc j'ai cherché, suite au DUT, moi, à poursuivre mes études. Et je cherchais en fait une option qui alliait communication et ressources humaines.
Et j'en ai trouvé qu'une seule. Donc là, encore une fois, ma petite copine Elsa me dirait, mais tout l'avenir était tout tracé, puisqu'elle m'a dit tout à l'heure qu'elle me voyait tout de suite en RH, que j'aurais fait une grande école, etc. Donc oui, Elsa, j'ai fait donc cette grande école qui était le CELSA. À l'époque, donc je savais pas d'ailleurs que c'était une grande école. Pour moi, c'était la seule école qui faisait RH et communication. Donc c'était assez binaire et c'était une des seules grandes écoles qui proposait des frais universitaires. Donc en fait, je me suis retrouvée à Paris donc dans cette grande école pour faire cette option-là. Et après, quand j'ai cherché du travail et des stages, je me suis aperçue en fait à Paris que dans les petites annonces, c'était toujours marqué en profil Sciences Po, école de commerce ou CELSA. C'est-à-dire que c'était vraiment très très élitiste. Et moi, de ma petite région lyonnaise et de ma petite ville de Brignais, j'en avais jamais entendu parler du CELSA, je savais pas ce que c'était. Et d'un coup, je me rendais compte que finalement, dans un profil de poste, on mettait 3 types d'écoles en ligne de mire et puis les autres, on n'en parlait même pas. Donc ça m'avait vraiment impressionnée. Alors je ne sais pas si aujourd'hui c'est pareil, je pense que ça a évolué, je pense que les DUT sont une image qui n'est pas du tout la même qu'il y a un certain nombre d'années et qu'on peut tout à fait intégrer l'entreprise. Et puis on voit avec la diversité de nos parcours que c'est plus un moteur qu'un frein, qu'on peut très bien démarrer à... Alors aujourd'hui je pense plus Bac plus 3 que plus 2 dans la façon dont on voit la scolarité. Mais en tout cas c'est une filière qui est vraiment à valoriser. Donc ça avait été ma surprise. Et donc ensuite je suis retournée sur Lyon puisque Paris c'était vraiment qu'une étape pour moi. Je voulais pas vivre métro boulot dodo toute ma vie. Ce côté grande ville, ça allait bien pour les études, mais pas pour la vie que je souhaitais. Donc je suis revenue sur Lyon ensuite, j'ai cherché du travail. Et donc moi ce qui m'attirait c'était pas du tout une entreprise en particulier, un univers en particulier, c'était plutôt le job qu'on allait me proposer. Qu'est-ce qu'il y aurait de marqué sur la mission ? Et c'est comme ça que je me suis retrouvée à l'URSSAF. Donc l'URSSAF, c'est le recouvrement des cotisations de sécurité sociale. Ça, je pense que ça vous parle à tous. On en parle très peu. On en parle surtout par rapport à tout ce qui peut être inspection URSSAF. Mais en fait, tout ce qui peut être vos frais de santé, tout ce qui peut être maternité, tous ces financements-là, ça passe quand même quelque part par l'URSSAF. Donc c'est quelque chose d'important pour nous tous. Moi non, je me suis rendu compte en l'intégrant, puisque je me suis retrouvée là plutôt par hasard. Et j'y suis restée jusqu'à aujourd'hui, donc ça fait maintenant 11 ans, puisque je suis entrée en 2007. Jusqu'à aujourd'hui, parce qu'en fait il y a eu beaucoup de changements. Au départ, donc moi j'ai intégré l'URSSAF de Saint-Étienne sur un poste de responsable communication interne et coordination. Donc c'était une création de poste où il fallait créer un journal interne, faire le rapport d'activité. Et puis après, donc organiser tout ce qui était communication autour du projet de fusion, puisqu'on devenait l'URSSAF de la Loire. Donc Saint-Étienne et Roanne fusionnaient dans une seule et même entreprise, puisque l'URSSAF c'est une entreprise privée, même si c'est une mission de service public. Donc ça aussi c'est quelque chose qui est assez particulier. Je vous laisse le micro. Donc voilà pour cette petite expérience. Et après, 2009, l'URSSAF de la Loire naît. Et en ce qui me concerne, on me propose un poste plutôt de ressources humaines, puisque là, il y a un pôle à créer pour arriver petit à petit à créer l'URSSAF régionale Rhône-Alpes. Et donc en 2014, donc là, on se régionalise et mon poste change encore, puisque de chargé mission de ressources humaines, on me propose de prendre en charge un département en formation, donc toute la formation professionnelle, mais cette fois pour 1500 personnes. Donc ça commençait à devenir une structure plus importante, avec une équipe de 3 personnes. Et puis, il y a 2 ans, là, on m'a proposé plutôt de prendre en charge l'intégralité du pilotage des ressources humaines, avec là plutôt une équipe de 50 personnes, en rattachement à la fois fonctionnel et hiérarchique, puisque aujourd'hui, on est une organisation matricielle. Et oui, ça se trouve même à l'URSSAF, les organisations matricielles, avec le même type de processus. Et la particularité, c'est qu'on est... à la fois on se gère un petit peu comme une PME et puis un petit peu comme une grande entreprise. Donc c'est tout le temps un petit peu la dynamique entre les deux qui est à la fois intéressante et qui peut aussi être épuisante par moment, mais qui présente tout un tas d'intérêts au travail et puis aussi par le lien avec les équipes. Donc moi aujourd'hui je suis ni com, ni RH, je suis plutôt manager, c'est-à-dire que mon rôle c'est plutôt de manager les équipes. Donc là j'ai mon petit sourire d'Audrey qui dit oui, je le savais qu'elle allait finir manager avec Elsa. En tout cas, moi ça me paraissait intéressant pour vous de savoir que ça peut être une filière possible aussi, qui va pouvoir vous apporter ce témoignage.
Maintenant, je suis pas sûre que ça enthousiasme la plupart d'entre vous, que ce soit ce que vous recherchez en infocom. Mais ce qui est sûr, c'est que ça permet de rebondir, que ça apporte plein de bases, et plein de bases qu'on peut valoriser dans plein de contextes. Et encore une fois, pour revenir sur la RQQ, donc la recherche qualitative, quantitative, tout ce qui peut être technique d'entretien, d'enquête, etc., on le retrouve, mais dans vraiment beaucoup de choses. Même quand on accueille un alternant, pour le coup, le fait d'avoir fait de la RQQ, ça permet de l'aider à construire un questionnaire, à aller auprès des équipes, à savoir comment se présenter, comment se positionner, comment conclure. Et c'est vraiment des choses importantes qui aident après à se projeter. Je n'ai pas encore trouvé l'utilité, Madame Martha-Sporgier, au petit exercice qu'on avait fait et qui m'a créé beaucoup de difficultés quand on devait se transformer en objet. Pour nous, on avait fait la brosse à dents et le ballon de foot. J'en ai encore un souvenir mémorable, mais certainement que ça m'a appris beaucoup. Peut-être qu'un jour, je viendrai vous révéler le petit secret qu'il y a derrière et le petit défi. En tout cas, merci pour le soutien. Donc, à travers ces présentations, on voit des évolutions de carrière construites de façon différente, création d'entreprises, évolution dans le même secteur ou dans des secteurs différents. Quelques points qui se dégagent néanmoins malgré les orientations différentes, c'est d'abord cette recherche de sens que vous avez beaucoup évoquée. C'est encourageant, même pour la retraitée que je suis, de voir qu'il y a cette recherche de sens chez les plus jeunes, que vous êtes encore. Il y a aussi ce que vous avez pu dire sur le rôle de départ de l'IUT. Alors, vous l'avez présenté peut-être avec d'autres mots, mais comme un tremplin, comme un moteur. Et ça, c'est intéressant, même si actuellement, peut-être des modifications vont avoir lieu. On parlera peut-être de 3 ans, enfin, je ne sais pas encore. Mais c'est bien de le mettre en valeur. Alors, je ne sais pas s'il y a des étudiants actuels qui sont dans la salle, mais c'est intéressant pour eux de le savoir. Parmi toutes ces options-là, on n'a pas beaucoup évoqué pour l'instant tout ce qui relève des difficultés et des obstacles que vous avez pu avoir. Alors, nous avons essayé, quand nous avons été en contact, de les cerner. Pour ma part, ça m'a permis de retourner en arrière. Quand je travaillais, il n'y avait pas d'Internet, il n'y avait pas de fax. En tant que journaliste, on avait un week-end de libre toutes les 6 semaines, c'est peut-être mieux maintenant, et des congés en semaine qui ne permettaient pas forcément une vie familiale ou une vie sociale très équilibrée. En matière de communication, ça a été un peu la même chose. J'ai eu la chance, on peut estimer que c'est de la chance, de travailler auprès d'un maire d'une grande collectivité qui était également ministre. Et je peux vous assurer que les horaires étaient des horaires de ministre et même les communicants devaient s'y plier. Donc ça m'a rappelé tout cela et je pense que ce serait bien qu'on puisse l'évoquer ensemble. Alors, certains d'entre vous ont des enfants, voir comment vous faites, comment vous avez vous organisez. Enfant ou pas enfant, je pense que le problème est le même pour avoir une vie sociale, avoir une vie culturelle, etc. Donc si on pouvait revenir à cela, peut-être, alors, si on commence par Sophie, elle m'a appris que la semaine dernière, ou il y a 15 jours, elle était en reportage au Cambodge pour Handicap International. Alors comment fait-on quand on a 2 enfants, 2 petites filles, et qu'on part au Cambodge pour une semaine, je crois, hein? Oui, ça oui, effectivement. Alors là, sur le poste que j'occupe aujourd'hui, c'est un peu exceptionnel que je parte en reportage. J'ai beaucoup plus fait sur ma fonction précédente, quand je me suis occupée des relations presse, où l'une de mes missions, c'était d'organiser et d'accompagner les journalistes sur le terrain, en fait, pour aller faire des reportages dans les différents pays d'intervention, donc ça pouvait en Afrique, en Asie, en Amérique du Sud. Et quand j'étais sur ce poste-là, j'avais effectivement ma première fille qui avait 3 ans et je venais d'accoucher de ma deuxième.
Donc j'avoue que ça a été un peu sport pendant quelques temps, que papa a été mis pas mal à contribution. Il n'avait pas forcément envisagé comme ça, mais il a un peu subi aussi. Et à la fois, il était content aussi pour moi, parce que ça représente un vrai intérêt de pouvoir se déplacer dans le cadre de son job. C'est toujours, pour moi, un équilibre à trouver en fait entre la vie familiale qu'on choisit et qui reste la priorité, bien sûr, et puis cette volonté d'évoluer au boulot, de s'engager sur des postes à responsabilité, des postes qui plaisent, et forcément ça ne peut pas aller sans investissement. Donc moi j'ai toujours l'impression de marcher un petit peu sur un fil, et quand je sens que d'un côté ça bascule et que mes filles tirent un peu la sonnette d'alarme, là, je fais en sorte j'ai cette chance-là aussi, j'ai un handicap international et une politique RH pour le coup qui quand même est assez favorable, qui permet de poser des RTT, de prendre un petit peu de distance quand c'est nécessaire, et je pense vraiment que c'est en tout cas dans mon cas, c'est la clé de la longévité, sur des postes où on est très sollicité, aujourd'hui je suis dans le comité de direction, donc je suis amenée à travailler sur des urgences le week-end si besoin, mais par contre j'ai une écoute de mon directeur, il y a vraiment une politique RH qui est en faveur de ça, parce qu'on est beaucoup de femmes, il y a 70% de femmes aussi, donc des responsabilités pour les femmes. Et je pense que c'est une intelligence aussi de la structure, de l'entreprise, que de se dire qu'un salarié qui n'est pas épanoui dans sa vie personnelle, c'est pas un salarié qui le sera aussi au boulot. Donc il faut réussir à composer avec tout ça. Je crois que c'est aussi votre cas, hein, Léna ? Oui. Oui, je peux rebondir le marche. Donc j'ai effectivement aussi 2 enfants et des problématiques d'organisation, mais comme beaucoup, je ne suis pas un cas unique, je pense. Mais effectivement, moi, je trouve l'exemple qui est peut-être intéressant, je ne sais pas si c'est le bon moment, mais on en avait parlé, c'est ce que j'ai pu comparer aussi notre manière de fonctionner, notre organisation en tant que maman en France et en Suède. J'ai travaillé beaucoup avec les Suédois quand j'étais chez Volvo, j'y ai vécu quelques mois. Et j'ai pu observer leur système avec beaucoup de surprises. Si je vous dis 1 an et demi de congé maternité réparti équitablement entre l'homme et la femme, si je vous dis des horaires flexibles et du télétravail, si je vous dis, il y avait un autre exemple, oui, une place garantie en preschool, c'est-à-dire l'équivalent de nos crèches, parce que finalement on paye beaucoup d'impôts. Oui, donc moi en face, je me suis dit, mais on est loin de tout ça finalement. Donc eux, finalement, là, ils avaient cette incompréhension aussi de me voir de retour de congé maternité 6 mois plus tard. C'était déjà un beau congé maternité. On avait un congé allaitement chez Volvo. Ils me disaient, mais qu'est-ce que tu fais là? Ton enfant a 6 mois, mais où est ton bébé? En fait, j'ai été confrontée aussi à ces différences de système et de fonctionnement, où nous, on doit effectivement plus, je pense, se battre. Oui, c'est une question d'organisation, mais ça demande quand même beaucoup d'énergie pour mettre tout ça en place. C'est un peu en tout cas au cordeau, c'est-à-dire que quand tout va bien, ça va, mais il y a un grain dans le rouage et il faut tout re-questionner. Donc ça, c'est toujours l'équilibre à trouver. Après, moi, je suis pas dans des comités de direction ou dans des postes à responsabilité, mais pour moi, c'est important d'avoir une activité à temps plein. C'est aussi comme ça que je m'épanouis. C'est aussi comme ça que j'amène de l'énergie et de la vitalité à la maison. Donc je pense que l'un réfléchit. En tout cas, pour moi, c'est essentiel. Mais c'est vrai que c'est toujours sur le fil et c'est toujours à re-questionner. Cécile aussi, je crois. Alors moi, j'apprends parce que je suis vraiment une petite fille qui a 15 mois. Donc du coup, j'en ai pas 2, je suis encore vraiment dans un zone d'apprentissage. De mon côté, ça a été un vrai changement et une vraie décision. C'est-à-dire que j'ai mis longtemps finalement à faire un enfant. Avec 1 milliard de craintes, parce que en vrai, ce monde-là et le monde du digital est une population qui reste assez jeune.
de mon équipe, donc j'ai 15 personnes, je suis la seule qui a un enfant, donc voilà. Ça donnait un peu une espèce d'alerte, d'accord sur le fait d'avoir des enfants. J'ai des femmes de mon équipe qui m'ont dit tu sais, Cécile s'est dit qu'on pouvait avoir des enfants dans cette fonction. Oui. Là, je me suis dit, ok. Bon, recommençons dès le départ. Oui, avoir des enfants et un poste à responsabilité. De mon côté, ça a été un avantage d'avancer en fait, professionnellement avant de faire un enfant, parce que je pense que là où j'évolue, ça aurait pu me bloquer, concrètement parlant. C'est tous les jours un peu un combat. Le métro parisien de telles galères en fait avec tout ça que de se dire j'arrive à 6h30 chercher ma fille et la nounou pour repartir, c'est un risque tous les jours et c'est un stress. Je ne suis pas le seul à vivre ça. Maintenant, en fait, j'ai pu passer ce stade-là en réorganisant mon quotidien, c'est-à-dire en sortant en fait de plein de choses dont je m'occupais, en faisant monter au niveau certains membres de l'équipe, en essayant de me reposer beaucoup plus sur les gens qui m'entouraient, parce qu'en fait c'était possible à ce moment-là, j'avais pu organiser comme ça et que j'avais eu ce soutien-là. En fait concrètement, j'ai réorganisé ma journée. J'arrive plus tôt le matin, ce qui me permet d'avoir toutes mes tâches de manager qui sont plus ou moins confidentielles, que je peux traiter calmement à ce moment-là entre 8h30 et 10h, parce qu'à Paris, on commence un peu plus tard. Et par contre, à 6h-10, toute l'équipe sait que je m'en vais et que quoi qu'il arrive, je m'en irai. Donc c'est pas toujours facile à tenir, mais c'est une obligation et ils savent très bien qu'entre 18h30 et 20h, je suis pas là. Par contre, à 20h, on reprend. Mais c'est une autre organisation. Donc oui, c'est toujours sur le fil. Vous parliez beaucoup de stress. Je crois qu'on peut en parler aussi avec d'autres parisiennes. Du stress. Donc moi, j'ai pas d'enfant. Probablement parce que pour l'instant, je ne vois pas comment encore ça va s'intégrer à ce que je suis en train de faire, mais c'est en cours de cheminement. Et c'est aussi une tractation, parce qu'on est deux dans l'affaire, et il faut aussi décider. Voilà. Donc on est en cours de tractation là-dessus. Mais c'est vrai que moi, le fait d'être une femme, c'est pas tant dans mon rôle de mère, du coup, que je le vis au quotidien, ou qu'il peut y avoir des obstacles. C'est plus dans mon rôle d'entrepreneur. Alors l'avantage quand on est un entrepreneur, on dit toujours c'est super, tu verras, quand tu auras un enfant, tu pourras être flexible du coup, tu pourras faire du télétravail, tu pourras poser le système que tu veux poser, puisque c'est toi le chef, tu décides. On a quand même des contraintes externes, notamment des clients, je suis dans le conseil, donc comme tu l'expliquais, on a des clients très exigeants qui mettent de même la pression. Et on est aussi dans un système extrêmement masculin. C'est-à-dire que moi, je fais du conseil en innovation. Les départements innovation aujourd'hui dans les grandes entreprises, ce sont des bastions masculins. Donc les chefs sont masculins. Après, bien sûr, il y a plein de femmes qui travaillent sur ces sujets-là, fort heureusement. Donc moi, aujourd'hui, l'obstacle que je peux voir, il est plutôt du fait que je sois dans un univers assez homogène. On a 9% dans les jeunes startups innovantes de startups qui sont montées par des femmes. Donc 9%, on est quand même encore très 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 loin du compte. Et pas tant dans le problème d'être mère. J'ai plein d'amis qui ont des startups qui ont réussi à réorganiser, parce que ça remet tout en cause, donc finalement, qui ont réussi à réorganiser complètement leurs équipes, leur manière de faire. Donc, qui ont pris des congés maternité quand même très 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 écourtés, ce qui moi m'a fait un peu peur. Mais voilà, c'est tout à fait conciliable. Ce qui est moins conciliable finalement, c'est plutôt le milieu dans lequel on se trouve et qu'est-ce qu'on fait pour améliorer les choses. Donc moi, j'ai pas réussi à avoir un grand programme sur la question, mais l'année dernière, j'ai eu quand même envie de contribuer sur le sujet. En me disant je ne peux pas proposer à mes clients de monter des programmes d'innovation entre mecs, alors que moi, à l'extérieur, en entrepreneur, je suis déjà en minorité.
Et du coup, je me suis dit, je vais faire quelque chose que je sais faire à mon échelle, donc sans grande prétention. Et donc, on a monté un programme qui s'appelle 66 Nights et qui est parrainé par le ministère du numérique et qui permet à des femmes dans des grands groupes de venir à raison d'une journée par semaine pendant 4 mois. Donc, c'est un peu le temps partiel de l'innovation. On parle toujours de temps partiel pour s'occuper des enfants. On a aussi le droit de faire des temps partiels pour se former et pour faire d'autres choses. Et on les accompagne sur un projet d'innovation qu'on va prototyper, une application, un site web, un service qu'elles ont envie de monter. Et donc ça crée de la mobilité en interne, etc. Et vous êtes nombreuses? Alors dans ce programme-là, on a des promotions. Donc là, on commence la deuxième promotion. On est entre 10 et 15 par promotion. Des femmes qui viennent de tous les grands groupes. Donc cette fois, on a des femmes d'Engie, d'HSBC, de Deloitte. C'est assez varié en termes de secteur. Et ce qui était assez intéressant de voir, pour revenir à la question de la maternité, c'est qu'il y a des femmes qui ont eu des enfants à l'issue de ce programme-là. Et quand j'ai fait mon étude d'impact quelques mois plus tard, je me suis rendu compte quand même que celles qui n'avaient pas eu d'enfants avaient eu de la mobilité interne, avaient eu une poursuite de projet, et que celles qui avaient eu des enfants tout de suite à l'issue, pour certaines d'entre elles, la réintégration de leur projet à l'entreprise a été beaucoup plus complexe que ça n'a été pour les autres. Et ça ne tient pas spécialement à la communication, ça c'est globalement, c'est vrai pour tous les secteurs d'activité. Pour tous les secteurs. Dans le numérique et l'innovation, moi ça me trouble beaucoup parce que même chez nos clients, 27% des femmes dans les fonctions numériques, on n'a encore que 27% de femmes. Et donc c'est des métiers de demain, si on n'est pas présente aujourd'hui, on ne sera probablement pas demain dans les fonctions de direction. Donc c'est, je pense, aussi un front sur lequel il faut pouvoir agir. Merci. Alors je crois que vous deux, vous n'avez pas d'enfants. Non. Vous ne l'avez pas dit, vous ne l'avez pas dit. Alors comment vous en tirez avec vous? Non, moi j'ai eu un petit garçon donc en 2016, c'est tout récent. Donc là, du coup, maintenant le rythme est pris. Moi, j'avais pas cette appréhension. Bon, déjà, l'URSSAF, c'est vraiment un univers quand même relativement féminin. La fonction RH aussi, de façon générale aussi. Et c'est vrai que même la fonction de direction à l'URSSAF est une équipe plutôt de femmes qui ont eu des enfants. Et c'est vrai que si ces femmes, le fait qu'elles aient eu des enfants, ça veut dire qu'elles sont passées par là et qu'elles peuvent avoir cette ouverture et cette compréhension. Après, moi je pense surtout, mais je ne suis pas encore une fois confrontée à un univers hyper concurrentiel où tout évolue, les choses évoluent vite, mais déjà avec moins d'hommes, et peut-être pas cette concurrence-là. Néanmoins, je pense que le temps de faire des enfants, c'est aussi le temps qui est le sien, c'est-à-dire que c'est le moment où on sent, parce que dans tous les cas, ce ne sera jamais le bon moment en entreprise. Donc ça, je pense qu'il faut bien se le dire. À un moment donné, si on attend que l'entreprise nous dise vas-y pour faire un enfant, ça n'arrivera jamais. Donc, ça marche encore. En tout cas, tout ça pour dire que le moment de faire des enfants, je pense que c'est le sien, tout comme le moment de changer d'entreprise, de se poser des questions et de chercher du sens. Et je pense que quand on veut faire un enfant, c'est aussi qu'on cherche un autre sens à sa vie, qu'on veut découvrir d'autres choses. Et je pense que c'est vraiment la question à se poser en premier lieu. Ça m'a fait penser à quelque chose que tu disais tout à l'heure en disant, quand j'ai eu un enfant, finalement, on est venu me voir en me disant, ça veut dire que moi aussi, je peux avoir des enfants. Et même à l'URSSAF, moi, j'ai une personne de mon équipe qui m'a dit la même chose, qui m'a dit, si toi, tu as pu avoir un fils et trouver ce temps-là alors que tu es tout le temps à fond dans tous tes projets, etc., moi aussi, je vais pouvoir en avoir un. Et j'ai trouvé cette réflexion, mais vraiment, ça m'a fait tomber des nues. Et en même temps, encore une fois, je pense que c'est se l'autoriser à soi-même, et après, tout le reste, on arrivera toujours à l'organiser, quel que soit le secteur, si on s'en donne les moyens, et puis si ça ne marche plus, ça veut dire que c'est plus compatible avec le projet de vie qu'on voulait, et peut-être qu'on cherchera une autre activité, qu'on fera autre chose. Et ça, je pense que c'est vraiment important. Et l'autre chose aussi, moi, qui me frappe aujourd'hui, alors c'est pas tant, en fait, d'être une femme, d'être un homme ou autre, mais je pense que la maternité, et d'ailleurs plusieurs d'entre nous l'ont dit, c'est à un moment donné une parenthèse dans la vie. C'est à un moment donné où on sort du contexte professionnel, où on peut se poser d'autres questions, où forcément on a plus de temps libre, donc on va cogiter un peu plus, et on va plus s'interroger sur soi. Et je pense aussi que c'est un privilège peut-être que les hommes n'ont pas, sauf en Suède, où aujourd'hui c'est bien installé, et qui permet aussi à un moment donné de se remettre en question, faire autre chose, peut-être bifurquer, et ça me paraît vraiment important. Et travailler de 6h à 23h, aujourd'hui c'est possible dans toutes les entreprises, même à l'URSSAF, et potentiellement, et même dans n'importe quel secteur privé, public, mixte, etc., on le retrouve partout.
Et moi, la chose que je voulais partager avec vous, c'est plutôt cette vigilance, quoi, de se dire, maintenant tout est partout, le numérique, il n'y a plus du tout de frontières publiques-privées. Voilà, que ce soit par Facebook, par LinkedIn, on voit bien que même là, la frontière école, perso, professionnel, tout se mélange. Et ce qui est important, encore une fois, c'est vos propres limites. C'est-à-dire que si vous voulez travailler de 6h à 23h, on ne vous dira jamais non. On ne vous dira jamais de ne pas le faire. Donc si vous ne vous le dites pas vous-même, vous serez embarqué dans ce cercle vicieux. Par contre, comme tu le disais tout à l'heure, si tout le monde sait que je pars à 18h, vous vous organisez par rapport à ça, mais le monde autour de vous, y compris de l'entreprise, va s'adapter par rapport à ça. Alors peut-être que ce sera une réaction négative, un client avec qui on ne travaillera plus parce que ça ne peut plus coller avec lui, mais si c'est vraiment ce qu'on souhaite porter et vraiment ce qu'on souhaite faire, à vous de chercher la structure qui vous correspond par rapport à votre projet de vie. Et ça, moi, c'est vraiment une leçon que j'ai tirée et que je tire encore tous les jours et qui me paraît très très importante, qu'on soit un homme ou qu'on soit une femme, qu'on soit entrepreneur, qu'on soit simple salarié, qu'on participe à un comité de direction ou non. Je pense qu'à tout niveau, maintenant, ça va être une des problématiques qui sera des plus importantes pour savoir ce qu'on veut, pour être bien dans son boulot, bien dans sa vie. Et il y a des choses pour tout le monde. Et encore une fois, le DUT, on voit bien que chacun, on a fait des choses très très différentes.